Bonjour et bienvenue. Alors, je vais encore attendre une petite minute là, avant de commencer la présentation pour laisser à d'autres personnes le temps de nous joindre. Mais je vais quand même en profiter là, pour en fait, un peu nous positionner là, avant de commencer. C'est-à-dire que alors aujourd'hui, la présentation sera enregistrée pour pouvoir la partager par la suite à ceux qui n'auront pas pu être là. Alors, je vous inviterai à garder tout au long de la présentation votre caméra fermée, sauf pour poser une question, bien sûr, et aussi de réserver vos questions écrites pour l'option là, questions et réponses de Teams. Alors, le Q et A que vous trouvez là, dans la barre là, à côté de l'emplacement aussi pour lever votre main. Je serai assisté de ma collègue Marie-Hélène Dubé aujourd'hui pour l'animation, modération donc de cette présentation. Pendant que je présente, je n'aurai pas de contact visuel là, directement avec vous. Alors, si en fait, s'il y aurait lieu d'intervenir, ce sera ma collègue Marilyn qui pourra le faire directement. Euh, alors voilà. Euh, il est midi 3, midi 2. Alors, je débuterai la présentation. Marie-Hélène, de ton côté, est-ce que tout fonctionne bien? Euh, est-ce que Tout est bon, oui, c'est parfait. tout fonctionne bien? Fantastique. Alors, ben, on se lance. Je vais répondre aux questions à la fin. Je vais prendre le temps pour ça. Comme je disais, si vous écrivez des questions dans le questions-réponses, ben, si Marie-Hélène est en mesure de vous répondre en direct, en simultané, elle le fera. Sinon, on prendra votre question à la fin. Et, euh, et voilà. Alors, allons-y, je vais vous partager mon écran. Alors, ouais, je suis Dominique Laberge, chargé de projet alors de la mesure destination durable et action concertée au Fonds d'action québécois pour le développement durable. Alors, dans le Fonds d'action québécois pour le développement durable, nous sommes un OBNL qui gère des programmes de financement en développement durable au Québec depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, nous avons des programmes qui s'adressent plus spécifiquement aux entreprises. Alors, on peut penser à Éco-emballage plus et le fonds Éco-Leader, mais aussi des programmes qui s'adressent aux projets de mobilisation collective et d'innovation sociale, comme Action Climat, Destination Nature et Destination Durable et Action Concertée, le programme dont je vous parle aujourd'hui. Alors, c'est un programme Destination Durable et Action Concertée qui est financé par le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Euh, alors, c'est une mesure qui a été lancée euh, l'année dernière. En fait, euh, tout ici. Alors, lancée l'année dernière à l'automne. Alors, pour une enveloppe totale de 7,4 millions de dollars afin de soutenir la concertation et le passage à l'action des acteurs de la collectivité et de l'industrie touristique. Et de développer et de structurer une offre touristique complémentaire, collaborative et favorable à des retombées économiques, sociales et environnementales positives dans le milieu. Alors, à l'automne dernier, on a lancé le volet 1 de cette mesure. Alors, le volet 1 visait particulièrement à soutenir la réalisation de démarches de planification participative et concertée de la destination pour favoriser le tourisme responsable, durable et adapté au contexte des changements climatiques. C'est un appel à projet qui s'est terminé le 31 octobre 2022. Alors, dans le cadre du volet 1, vraiment, le financement était dédié à la phase de concertation euh, des acteurs. Vraiment, c'est les démarches là, de mise en commun qui étaient appuyées par la mesure d'aide financière. Le volet 2, que, que nous lançons, en fait, qui est ouvert depuis lundi, vise à soutenir la mise en œuvre de projets qui découlent d'une démarche de planification participative et concertée au sein de la destination pour favoriser le tourisme responsable, durable et adapté au contexte des changements climatiques. Alors, en bref, le, le volet 2, c'est pour aider financièrement des projets en tourisme durable et responsable portés par un collectif. Alors, on parle de minimum 4 membres au collectif, 4 organisations, une d'entre elles étant l'organisation le demandeur qui dépose la demande. Les projets qui sont déposés doivent présenter un minimum de 100 000 de dépenses admissibles et un maximum, fait demander un maximum de 400 000 d'aide financière. La durée des projets est au plus de 18 mois et la période de dépôt est ouverte depuis lundi 18 septembre jusqu'au 30 octobre.
Alors, j'ai les objectifs de destination durable et action concertée. Alors, l'objectif général de la mesure, c'est de soutenir les acteurs de la collectivité ou l'industrie dans la réalisation de projets collaboratifs et concertés en tourisme durable et responsable. Alors, on veut soutenir l'action de la collectivité en faveur du tourisme durable et responsable. Et les objectifs spécifiques sont ici résumés là, par de merveilleux pictogrammes. En fait, parce qu'on a beaucoup d'objectifs spécifiques là, dans la mesure destination durable et action concertée. Et je vais vous les résumer maintenant. Ils sont détaillés dans la documentation de la mesure, mais pour vous donner un peu une image. Alors, la mesure vise notamment à valoriser le patrimoine naturel et la vitalité culturelle, la valoriser et la préserver là, dans les deux cas. Elle vise aussi à améliorer les pratiques d'affaires en faveur de pratiques d'affaires plus éco-responsables, ainsi que mettre de l'avant la mobilité durable et la mobilité douce. On parle aussi, avec cette mesure-là, d'encourager la rétention des dépenses dans l'économie locale et d'encourager l'approvisionnement local. C'est aussi une mesure qui souhaite faire la promotion du ralent tourisme, c'est-à-dire le tourisme qui prend le temps d'explorer une destination, euh, une seule destination, mais lentement, et d'aller au contact des communautés. Et aussi une mesure qui vise à atténuer les écarts de saisonnalité. Alors, il y a plusieurs objectifs spécifiques. J'ajouterais aussi là-dedans la lutte au changement climatique sous la forme de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est très importante dans le cadre de la mesure, ainsi que de l'adaptation au changement climatique. Alors, je vais y venir quand je vais parler de l'admissibilité des projets plus spécifiquement, mais c'est certain qu'un projet pour être admissible doit au moins viser un de ces objectifs-là. S'il en vise plus, bien, c'est encore mieux. Euh, alors justement, je vais vous parler maintenant là, de l'admissibilité et du processus de sélection des projets. Alors, la sélection, alors le processus euh, va un peu comme suit. Alors, on commence par l'analyse de l'admissibilité du projet, à se demander si le demandeur est un demandeur qui est admissible. C'est l'organisation qui signe la demande de l'aide financière. Ensuite, on vérifie si le projet est un projet qui est admissible et on se penche ensuite sur est-ce que les règles de financement sont respectées. Euh, alors, c'est ce que je vais couvrir en premier. Euh, le processus général d'attribution de la subvention. Alors, après l'analyse d'admissibilité, on passe à l'analyse de pertinence. C'est vraiment là qu'on va évaluer votre projet. En fait, avec nos outils d'analyse à l'interne, on va donner des notes, émettre une recommandation, faire des fiches synthèses qui vont être destinées à un comité de sélection qui rassemble des membres du FAQDD, mais aussi des représentants du ministère du Tourisme et du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Ce comité-là, en fait, c'est vraiment le comité qui sélectionne les projets retenus. Il soumet ses recommandations au MTO qui les entérine d'une certaine façon. Alors, l'analyse d'admissibilité du demandeur. Alors, qu'est-ce qu'un demandeur là, qui est admissible à cette aide financière? Alors, c'est ouvert là, à plusieurs types d'organisations. On peut être un organisme à but lucratif ou non lucratif, une coopérative, une entité municipale, une communauté, une nation autochtone reconnue par l'Assemblée nationale, un organisme ou une entreprise autochtone également. Alors, l'organisme doit être légalement constitué depuis plus d'un an, avoir son siège social au Québec, être immatriculé au registre d'entreprises du Québec, à moins d'être une entité municipale là, ou une communauté ou une nation autochtone. Alors, on demande aussi qu'il démontre dans la demande qu'il est en mesure de fédérer les acteurs de la communauté, de la MRC ou de la région visée ou du secteur. Alors, petit point là-dessus, je l'ai déjà dit rapidement, mais les projets doivent être déposés par un collectif, minimum 4 organismes, 4 membres, dont un d'entre eux est le demandeur, celui qui dépose la demande. Alors, on vérifie qu'il y a bien les lettres d'engagement de trois parties prenantes à prendre part au projet et de façon concertée. Voilà. Bon, également, le demandeur pour être admissible doit fournir l'ensemble des documents demandés et fournir une confirmation qu'il dépose des sommes nécessaires. Je vais couvrir le point quelles sont les sommes nécessaires le plus tard dans ma présentation. Alors, rapidement, pour les demandeurs qui ne sont non admissibles, alors, pour les trois premières catégories, c'est essentiellement ce qui est contrôlé par un gouvernement là, du Québec ou du Canada, que ce soit une société d'État ou un ministère.
Les entreprises également qui sont sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers ou la loi de la faillite sont non admissibles, ainsi que les entreprises inscrites au registre d'entreprises non admissibles au contrat public. Les entreprises de services financiers non plus. Et pour finir, là, les entreprises là, qui seraient à défaut de respecter leurs obligations vis-à-vis le ministère du Tourisme et du ministère de l'Environnement, du Changement climatique, de la faune et des parcs. Alors, si vous jugez que vous appartenez à une de ces catégories, là, vous pourrez prendre le temps là, de prendre connaissance un peu de la formulation de ces aspects-là. Ensuite, on considère, comme je le disais, l'admissibilité du projet. Alors, votre projet, pour être un projet admissible, doit contribuer à l'objectif général de la mesure. Alors, c'est-à-dire de soutenir des projets portés par des collectifs en tourisme durable et responsable. Et sinon, contribuer aussi, et ensuite, plutôt de contribuer à au moins un de ces objectifs spécifiques. Alors, les pictogrammes que je vous présentais, bref, de s'inscrire dans au moins un de ces objectifs spécifiques. On parle aussi ensuite de permettre la mise en œuvre d'un projet touristique issu de démarches de planification participative et concertée, c'est-à-dire qu'on doit montrer que notre projet, en fait, il découle de la mise en commun, de la réflexion commune, de la démarche de planification ensemble du collectif, là, du minimum de 4 organismes. Il faut aussi que le projet soit structurant pour le territoire ou le secteur d'intervention visé. J'ai peut-être déjà dit aussi rapidement, mais il y a deux types de projets qu'on peut voir dans le cadre de cette mesure, c'est-à-dire des projets à portée territoriale, c'est-à-dire là, on pourrait imaginer un projet à l'échelle d'un village ou d'une région, d'une MRC, etc. Ça peut également être un projet qui est plutôt à visée sectorielle. On parle ici de secteur de l'industrie touristique, alors l'hôtellerie, les festivals, etc., etc. Alors, on pourrait avoir des projets, des projets là, qui auraient une portée, un effet structurant sur le secteur de l'industrie. On parle aussi d'avoir une bonne acceptabilité sociale. Ça, c'est vérifié par les lettres d'appui, les lettres d'engagement aussi, qui est autour de la table, et aussi l'historique du projet. On demande de présenter un minimum de 5 000 de dépenses admissibles et d'être réalisé sous forme territoriale, sectorielle, je l'ai dit. Les projets de plus de 18 mois. Alors, les projets qui sont non admissibles, les projets qui sont non admissibles, là, premièrement, ceux qui sont listés ici, ce qu'on dit, c'est que bien qu'ils puissent recouvrir des dépenses qui vont être admissibles dans le cadre d'un projet, un projet va être non admissible s'il n'est pas jugé structurant et qu'il n'a pour finalité seulement que ce qui est listé dans la liste. C'est-à-dire, je vais vous voir un exemple, un projet dont la seule finalité serait d'acquérir une entreprise ou un terrain serait non admissible. Mais cependant, si par exemple l'acquisition d'une entreprise particulièrement s'inscrivait comme une partie d'un plan plus large, un projet beaucoup plus large, ou plutôt l'exemple un peu typique, c'est le développement d'ajout d'une offre de restauration serait généralement non admissible. Cependant, si le projet, justement, démontre que ça aura un effet structurant à l'échelle de la destination, par exemple en montrant que c'est plusieurs produits locaux, c'est plusieurs producteurs locaux qui sont mobilisés autour d'un projet pour mettre de l'avant leurs produits, alors là, on pourrait parler de projet qui serait admissible. Mais sinon, sans cet effet-là, qu'on dit justement structurant à l'échelle de la destination du secteur, des projets qui auraient pour finalité l'acquisition d'entreprise ou d'un terrain, le développement ou l'ajout d'entreprises louant des résidences de tourisme ou le développement ou l'ajout d'une offre de sentiers de motoneige, de terrain de golf, de quai sont non admissibles, ainsi que le développement ou l'ajout d'une offre de commerce de détail, d'un bureau d'information touristique, d'une offre de restauration, d'une offre dans le secteur des jeux de hasard ou bien d'une offre liée à la vente ou à la consommation d'alcool ou de cannabis. Plus spécifiquement encore, on dit que les projets là, qui ont pour seule et unique finalité les visées suivantes ne sont pas admissibles. Alors, un projet qui serait de construction ou de reconstruction, incluant la démolition d'une infrastructure, des huiles existantes, l'agrandissement, l'adaptation ou la reconversion, c'est non admissible. On parle aussi de l'acquisition, le remplacement d'équipements, de matériel roulant ou d'immeubles. Si c'est la seule finalité du projet, c'est non admissible. Le développement ou l'ajout d'une offre d'hébergement touristique, même chose, ainsi que les projets réalisés ou en cours de réalisation avant la date de dépôt de la demande d'aide financière, ça c'est bien sûr non admissible.
Alors, maintenant que j'ai découvert là, qu'est-ce qui fait avec une demande, là, en fait, si vous rassemblez les conditions, donc d'être un demandeur admissible avec un projet admissible, bien, on va procéder à l'analyse de votre projet, mais on va aussi d'abord vérifier là, que les règles de financement sont respectées. Alors, je vous les présente. Alors, le montant maximal d'aide financière pouvant être accordé pour un projet est de 400 000. Selon le type d'organisme demandeur, c'est ce qui est important de retenir, la mise de fonds minimale non gouvernementale va varier. Alors, un organisme qui est enregistré comme un organisme à but lucratif doit faire une mise de fonds minimale non gouvernementale qui correspond à la moitié, 50 des dépenses admissibles au projet. Euh, alors qu'un organisme à but non lucratif, une coopérative, une entité municipale, doit plutôt assurer avec des moyens non gouvernementaux 20 des dépenses totales du projet. C'est 10 dans le cas de communautés ou nations autochtones, ainsi que des organisations basées aux îles de la Madeleine. Euh, alors, voilà pour cela. Alors, un petit exemple ici, cas d'étude, pour donner une idée et aussi souligner deux autres règles du montage financier. Euh, Par exemple, une OBNL qui déposerait un projet totalisant 500 000 de dépenses, en fait, qui notamment irait chercher donc, le maximum de 400 000 d'aide financière. Bien, en fait, disons que ce serait 20 la mise de fonds de 20 correspondrait à 100 000 On demande que le demandeur, celui qui dépose la demande, euh, participe à la mise de fonds à hauteur d'un minimum de 5 des dépenses totales du projet. Alors, dans ce cas-ci, ce serait 25 000 et que la moitié de ce 5 %-là du demandeur soit en argent, 12 500 dans notre exemple. Alors, la différence peut être assurée par des partenaires, soit en argent, soit en biens et services. C'est ce qui couvre les règles de financement. Alors, les dépenses qui sont admissibles dans le cadre du projet sont on dit les coûts directs, les frais incidents et autres dépenses engagées payées uniquement et spécifiquement par le demandeur ou facturées à ce dernier pour des biens et services nécessaires à la réalisation du projet uniquement dédiés à cette fin. Alors là, on donne des exemples. On parle de la rémunération du personnel régulier de l'organisme, y compris les avantages sociaux. On parle des honoraires professionnels pour une tâche ou un service particulier. On parle aussi des dépenses en immobilisation qui sont indispensables au projet. Alors là, c'est en gras ici parce que certaines conditions s'appliquent, comme on dit. Les dépenses d'immobilisation indispensables au projet permettant d'améliorer l'expérience touristique et d'en créer une nouvelle en cohérence avec les objectifs de la mesure. Par exemple, l'aménagement d'infrastructures, acquisition de matériel roulant et d'immeubles, rénovation de bâtiments. Alors, ce sont des dépenses admissibles. Ces dépenses représentent un maximum de 40 des dépenses admissibles. Alors, ça aussi, c'est à avoir en tête en faisant son montage financier, là, en balançant ses dépenses. Alors, pour les dépenses d'immobilisation, en plus de respecter les lois et règlements applicables en vigueur, le demandeur devra préciser dans sa demande comment la solution choisie se démarque des alternatives comparables dans la poursuite des objectifs suivants. Alors, essentiellement, c'est des critères pour voir comment il prend en compte l'impact sur l'environnement des achats que vous comptez faire avec l'aide financière. Alors, on parle donc de voir comment on se démarque sur l'aspect de minimiser l'impact sur les écosystèmes, les espèces en danger et les milieux humides, minimiser l'impact sur la qualité de l'air, de l'eau et du sol, minimiser les émissions de GES, prendre en considération l'impact des changements climatiques et ne pas entrer en conflit avec les principes du développement durable, ainsi dans la loi sur le développement durable du Québec. Alors, pour répondre à ces exigences, le demandeur pourrait préciser en guise d'exemple, et censé limiter, les experts qui seront sollicités, l'expertise et la contribution des parties prenantes en lien avec les objectifs ci-dessus. Si, par exemple, dans votre collectif, vous avez des organisations qui sont spécialistes de certains de ces aspects, bien, ça vaut la peine de le faire valoir, notamment quand on parle de vos dépenses en immobilisation. Si aussi vous comptez respecter des normes spécifiques comme des normes ISO ou obtenir des certifications, alors c'est bon de le préciser pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que vous avez en tête, ainsi que les méthodologies qui vont être utilisées là, pour suivre ces objectifs, si c'est le cas. Alors, par exemple, l'analyse de cycle de vie, l'analyse d'impact environnemental, etc. Alors, alors
comme on l'a dit, là, on a passé les étapes, là, votre projet est admissible, vous êtes un demandeur admissible, le le montage financier que vous présentez est admissible. Alors, votre projet chemine donc là, dans l'analyse de pertinence et d'appréciation globale. À cette étape-là, on couvre, en fait, c'est là que vraiment, de notre côté, là, on va regarder point par point là, votre projet et l'évaluer. Alors, d'abord, on va assurer que la problématique, eh ben, on va évaluer l'ampleur de la problématique et à quel point elle correspond à un enjeu de tourisme responsable et durable et de lutte au changement climatique, notamment. Ensuite, on va évaluer la solution que vous proposez, le projet en tant que tel. Alors, comment le projet est en adéquation avec les objectifs de la mesure, la qualité du projet présenté, la clarté des objectifs poursuivis également est considérée, le caractère structurant du projet, soit à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un secteur de l'industrie. Le caractère novateur du projet est pris en compte. On parle aussi de la pertinence du projet, de sa cohérence avec les principes du développement durable, bien sûr. Euh, on évalue l'appui du milieu et l'appui des parties prenantes du projet. En fait, on va regarder si les parties prenantes autour de la table sont aussi diversifiées, s'ils représentent bien la communauté dans laquelle le projet va s'inscrire ou le secteur dans lequel le projet va s'inscrire. Ce sont des choses qui sont considérées à l'analyse. L'envergure des résultats attendus, les retombées positives qui sont attendues, la complémentarité avec des activités existantes des projets en cours, là, encore une fois, dans l'échelle du territoire ou du secteur. Et enfin, on va regarder le côté du demandeur, l'expertise que le demandeur rassemble. On parle du demandeur, mais aussi de l'équipe du projet, là, plus généralement, l'expertise, la compétence, les garanties de réalisation du projet, alors un calendrier de travail détaillé, le réalisme du budget, la capacité financière du demandeur, la confirmation du montage financier. Alors, c'est les derniers éléments qu'on considère là, dans l'analyse. Alors, une fois cette étape-là complétée, les projets cheminent vers le comité de sélection, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui rassemble le FAQDD, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, avant de cheminer vers le ministère du Tourisme pour être entériné. Voilà. Alors, je vais maintenant vous présenter la procédure de dépôt, en fait, du projet. Alors, je vais juste quitter ça ici, cliquant sur le lien. C'est ici. Alors, euh, la procédure de dépôt est détaillée sur la page du programme sur le site Internet du Fonds d'action québécois pour le développement durable. Alors, tout au bas de la page, on présente les étapes à suivre. Alors, la première étape, c'est bien sûr de prendre connaissance des modalités spécifiques du programme Destination durable et Action concertée en téléchargeant le guide du demandeur. Alors, c'est là que sont présentées là, tous les règles et consignes là, que je viens de vous présenter et dans le plus grand détail, bref. On vous recommande ensuite de télécharger le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, il rassemble les gabarits de montage financier, de planification des activités et le plan de pérennisation qui est obligatoire de remplir. Alors, bref, c'est à télécharger et c'est là-dedans que vous allez inscrire justement votre montage financier et votre planification là, des activités pour le joindre ensuite au formulaire de dépôt. Alors, c'est l'étape numéro 3, remplir le formulaire de demande d'aide financière. Alors, si on clique, là, il va s'ouvrir directement. C'est un formulaire en ligne. Alors, en le remplissant, ce qui est important de savoir, c'est qu'il est possible là, donc de commencer à le compléter et de revenir plus tard. Là. Il y a la plateforme qu'on utilise permet de sauvegarder sa progression jusqu'à ce qu'on en clique sur Envoyer, là, ce qui fait que nous, on reçoit en fin de compte le formulaire. À la fin du formulaire, il y a un espace pour déposer les pièces jointes, alors notamment le tableau de bord complété et la résolution du conseil d'administration qui est demandée, là, qui autorise le signataire à agir en son nom et attestant que l'organisation a les fonds requis pour assurer sa part de la mise de fonds. On demande aussi les derniers états financiers vérifiés de l'organisation, ainsi que les lettres de confirmation pour les contributions financières, les lettres d'engagement des parties prenantes. Alors ça, c'est quand je disais, il faut être un collectif pour déposer une demande. Alors, les membres de ce collectif-là, les parties prenantes, alors, on a mis un modèle aussi en ligne là, que vous pouvez utiliser pour, en fait, qu'elles pourront vous signer pour que vous puissiez, que si vous êtes le demandeur, la joindre donc, à votre demande.
Aussi, bon, on a un modèle ici de lettre d'intérêt, c'est-à-dire que, comme on dit, l'acceptabilité sociale est un aspect important aussi. Alors, s'il y a des organisations ou d'autres acteurs qui voudraient appuyer votre projet sans nécessairement être une partie prenante, ben, le Canva ici là, peut être utile, mais bref, toute lettre d'appui sera considérée là, favorable au projet. Euh, et on dit aussi que vous pouvez déposer là, donc tout document de planification des activités et actions à mettre en œuvre issu de la démarche de planification participative et concertée. Euh, alors, ben, je considère ça comme assez important, c'est-à-dire que si vous avez fait une démarche de concertation là, très structurée en amont de votre mise en œuvre et que celle-ci a abouti à un plan d'action, un plan d'aménagement, un plan de mobilisation, un plan de mutualisation, par exemple, alors ben, ça serait super important donc de joindre ça à la demande. Euh, qu'on voit là que c'est la démarche en fait qui a précédé le projet de mise en œuvre que vous voulez mettre de l'avant. Et on dit enfin tous les autres documents utiles à la compréhension du projet. Euh, alors, c'est ce qui fait le tour des étapes, comme ça, et, euh, et aussi ce qui fait le tour de ma présentation. Alors, l'ouverture a eu lieu cette semaine, le 18 septembre, et la fermeture de l'appel à projet, donc dont les projets peuvent être soumis le plus tardivement, le 30 octobre 2023. S'il y a des questions spécifiques en fait au projet là, qui vous intéresse, que vous souhaiteriez nous soumettre, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel ici ou nous téléphoner également. Je pourrais même mettre ça dans le chat là, bon, euh, tout de suite. Ouais, je vais mettre ça dans le chat. Alors voilà, je vais maintenant passer à la période de questions. Si je vous retrouve sur mon ordinateur. Dominique, je peux te poser les questions qu'il y a Oui. eu. Alors, bon, j'ai répondu à une partie, mais pour valider, peut-être et rappeler aussi, il y avait d'abord la question que, il fallait pas nécessairement être admissible, pas avoir participé au Mhm, volet mhm, 1 mhm. pour, participer au volet 2, Absolument. donc pour clarifier pour tout le monde. Et puis, bon, il y avait une demande sur est-ce que c'est une aide financière qui est non remboursable? OK. Ben, effectivement, c'est la bonne réponse là, pour la première question, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire d'avoir participé au volet 1 pour participer au volet 2. Alors, ça, c'est la première chose. Et en effet, il s'agit d'une aide qui est non remboursable. Ouais. Ensuite, il y avait une question sur si en fait, sur la nature des parties prenantes. Il y a rien qui empêche que les 3 parties prenantes, par exemple, soient des municipalités, toutes les 3, à Non, votre mention. en effet, il n'y a, pas il y a pas d'enjeu de ce côté-là. Euh, c'est vrai qu'à l'étape de l'analyse, on se pose la question là, de est-ce que les parties prenantes qui sont réunies autour de la table ben, montrent, en fait, témoignent de l'adhésion de la communauté visée par le projet qui, euh, qui est déposé. Alors, ça peut être pertinent. En fait, c'est l'exemple d'une municipalité, mais ça serait aussi, je ferais la même réponse si c'était pour des OBNL ou des entreprises. Ça peut être intéressant, à tout le moins, si ce n'est pas des parties prenantes qui sont un peu différenciées, d'avoir au moins des lettres d'appui d'acteurs un peu, ben, on va dire, justement, différenciés dans la communauté là, ou visés par le projet. La question suivante est similaire et d'ailleurs, je m'excuse à la personne qui l'a écrit, je ne l'avais pas vue. Mais c'était si le demandeur est un organisme à but non lucratif, qu'entend-on par 3 autres membres requis? Exemple, lettre de support d'une municipalité, d'une MRC. Je ne saisis pas cette exigence de membre. Puis, j'en profite pour dire, il y a quelqu'un d'autre qui posait une question aussi qui a un lien avec la nuance entre lettre d'appui puis lettre Mhm, d'engagement, mhm, vraiment comme mhm, partie mhm. prenante, là. Oui. Alors, vraiment, là, j'en reviens un peu à c'est la principale spécificité, je crois, de cette mesure d'aide financière, c'est de supporter de l'action collective, de l'action pour réaliser là, ensemble, alors de façon concertée. Alors, les lettres d'engagement, ce sont les lettres d'engagement à participer au projet, à participer à la définition des orientations du projet, à participer à sa mise en œuvre, alors, par des organismes, alors, qui ont, en fait, en fait, puis aussi d'engagement là, à avoir participé à la réflexion là, qui a mené
à la proposition du projet. Alors que les lettres d'appui, justement, peuvent aller chercher des organisations qui ont, sans avoir participé directement à l'élaboration du projet ou sans même participer à sa mise en œuvre, pourraient voir un bénéfice pour eux ou pour la communauté à ce projet-là. Ils voudraient le soutenir par une lettre. Je ne sais pas si ça apporte. Je souhaite que ça apporte la clarification demandée. Ben, en fait, si la personne qui a posé la question et peut-être aussi la personne qui a posé une question par rapport à une lettre d'un député, je ne sais pas si ça l'a bien éclairé votre question, mais sinon, peut-être, je vous invite à ouvrir votre micro puis à vous exprimer. Si c'est clair, sinon je vais passer à une autre question, mais n'hésitez pas à lever la main. Bon, il y avait une demande pour avoir accès, en fait, à ah oui, pardon, allons-y avec, la personne qui a levé la main, Richard, vous pouvez y aller. Juste peut-être ouvrir votre micro, je ne sais pas si vous avez autoriser le micro, pardon, je vous voilà. Vous devriez être en mesure d'ouvrir votre micro maintenant. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le faire, de cliquer simplement sur le petit symbole de microphone dans votre écran. Sinon peut-être juste me réécrire s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la section questions-réponses. Je pense qu'il y a peut-être. OK, je sais pas s'il y a des problèmes techniques de l'autre côté. Je veux juste essayer. Si vous voulez réessayer, Richard. Si ça fonctionne vraiment pas, je vous invite à peut-être comme le réécrire là, dans le question-réponse, mais de notre côté, là, c'est comme autorisé. Ouais, c'est ce que je vérifiais aussi. Ça me paraît autorisé en ce moment. En attendant, il y avait une question aussi sur est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès comme à l'entièreté des questions finalement du formulaire sans être en train de le faire là, tu sais, page par page? Est-ce qu'on pourrait envoyer l'ensemble pour comme pouvoir réfléchir un peu là, au projet dans le fond? Mhm. Euh, je réfléchis seulement à savoir si c'est pas si c'est déjà quelque chose qui est possible de faire. Euh, Effectivement, puisqu'il y a des champs qui sont obligatoires dans certaines pages, effectivement, on ne peut pas prendre connaissance directement dans le formulaire là, des questions. Alors, effectivement, je vais vérifier ce qu'on met en ligne là, donc sur sur le site web, là, à la même endroit que les étapes à suivre. Euh, les questions, là, ce sera un document Word là, avec seulement les titres des questions. Oui, parfait. On peut faire ça pour faciliter effectivement là, la complétion du formulaire. Parfait. Là, je m'excuse, je sais que vous n'avez pas l'autorisation tous d'ouvrir votre micro. Je suis en train de les autoriser tranquillement, mais j'essaie d'avancer dans les questions en même temps. Il y a pas mal de questions. Donc, alors, si j'en étais rendue à... Mais... Alors, si le volet 2 inclut la continuité de la concertation du volet 1, qui est recommandé d'être poursuivi, en plus de la réalisation du projet, est-ce éligible ou la concertation, mobilisation derrière le projet doit être absolument déjà complétée? OK. Je crois que c'est une question là, qui nous doit nous provenir de quelqu'un qui participe à un projet là, qui était admis dans le cadre du volet 1. Mais essentiellement, en fait, le volet 2, c'est un volet de mise en œuvre. Alors, c'est certain que dans la demande, en fait, c'est qu'il y a certains projets de volet 1 qui sont terminés en cours de finalisation, qui vont être à des étapes vraisemblablement assez avancées pour présenter des demandes dans le cadre du volet 2. Alors, ceux-ci, là, pourront être admissibles, en fait, vraisemblablement, puisqu'ils auront justement le projet qu'ils souhaitent mettre en œuvre va être formulé de façon assez avancée pour le faire. Je sais qu'il y a d'autres projets, par exemple, qui ne pourront pas, puisque
Ce sont des projets de concertation qui sont menés sur jusqu'à 2 ans. Alors, dans ce cas-ci, effectivement, que c'est difficilement envisageable que justement cette démarche-là de 2 ans soit assez avancée pour pouvoir déposer maintenant une demande. Mais alors donc, la possibilité du volet 2 est là pour certains qui ont été admis au volet 1, mais probablement pas pour tous. Voilà. Il y avait ensuite une question relative à est-ce qu'il fallait déposer un plan d'affaires complet, là, détaillé. Doit-on fournir un plan d'affaires détaillé? Euh, En fait, oui, ben, j'ai envie de dire que si le projet que vous... ouais, je vais essayer de répondre à la question, et peut-être que je la comprends mal, alors vous pourrez peut-être me relancer là-dessus. Là. Euh, mais effectivement, si le projet qui doit être mis en œuvre est un projet là, justement dans lequel un plan d'affaires serait le- je sais pas, justement, que le projet est un projet qui serait d'affaires porté par plusieurs organisations, euh, c'est certain que le plus, le, le plus que nous, qu'on peut avoir, nous, sous la main de documentation qui montre que votre démarche a été menée à bien, menée de façon sérieuse, en profondeur, qui convainc là, de l'avancement de votre démarche, mais le mieux c'est pour votre projet. Euh, je ne sais pas si ça répond à la question. Là. Il y avait une autre question bon, relative à la création ou coordination pardon, d'un outil de concertation. Là, c'était un petit peu ce que tu as répondu dans la nuance entre volet 1 et volet 2. Là, donc, on est vraiment dans la mise en œuvre du projet dans le volet 2, normalement. Donc, la concertation devrait déjà être faite. Là. Je réponds en même temps, je rappelle. OK, est-ce que tu peux relire lire la question? Je peux te lire la question exactement. Est-ce qu'un projet comprenant la création et coordination d'un outil de concertation, une table, un comité officiel, etc., Mhm. permettant la réalisation d'un projet structurant à terme serait éligible? Euh, la réponse, c'est probablement. C'est-à-dire que ça peut faire partie d'un projet, mais effectivement que dans le volet 2, c'est certain qu'on souhaite encourager des projets de mise en œuvre, qui mènent concrètement, qui avancent concrètement les objectifs visés par le programme en termes de développement durable. Je pense aux objectifs spécifiques en disant ça, mais ça peut définitivement être une partie du projet euh, en fait, une partie du projet peut être définitivement dans la concertation, dans l'amélioration de la concertation, dans la pérennisation aussi de la concertation. Alors, c'est certain que ça peut être une composante d'un projet qui est éligible, mais comme je l'ai dit, le volet 2, va être favorisé les projets qui mènent à de la mise en œuvre, mènent à des impacts concrets sur les objectifs visés par le programme. Ensuite, une question sur qu'est-ce qui constitue finalement là, la mise de fonds du demandeur? En quoi ça consiste exactement? OK. Ben, pour récapituler là-dessus, alors la mise de fonds, ben, il y a une mise de fonds qui doit dans votre montage financier, il peut y avoir bon, encore une fois, selon l'organisme d'où provient la demande, les pourcentages vont varier. Alors, je vais prendre l'exemple d'une OBNL ou est-ce que l'exemple du 20 80 qui s'applique à la plupart des demandeurs, bien souvent. Euh, alors, dans ce cas-ci, la part là, du demandeur, euh, OK. J'ai envie de ramener mon support visuel. Euh, je vais vous partager mon écran pour aller répondre à cette question. Là. Je sais que ça va être probablement mieux pour tout le monde. Euh, alors, je partage ça ici et je reviens là, ici. Puis, je ne sais pas si on voit bien là, un peu ce que. Ouais, comme ça doit être suffisamment. Euh, Bon, alors, selon l'organisme, il y a une part qui doit provenir du montage financier, là, des revenus du projet qui doivent être assurés par des fonds non gouvernementaux. Alors, si vous êtes une OBNL, cette part-là, c'est 20 du budget du projet qui doit provenir de revenus non gouvernementaux. Alors, le demandeur spécifiquement, lui, c'est pas 20 c'est 5 du montant total
qu'il doit fournir. Et la moitié de ce 5 doit être en argent. Alors, j'espère que ça répond à la question. Euh, mais essentiellement, c'est la contribution, le 20 non gouvernemental peut être en biens et services, sauf l'obligation là, pour le 2,5 en argent du demandeur, 2,5 sur le montant total des revenus du projet. Ensuite, on a une question de Vincent Bussière. Comment serait considéré l'aménagement de sentiers pédestres? Est-ce que les ponceaux et ponts devraient être comptés comme des immobilisations? Euh, à, à prime abord, oui. Un ponceau, un pont, c'est c'est ce qui correspondrait dans la définition à des immobilisations. Oui, voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut absolument que nos derniers états financiers en tant qu'OBNL là, soient vérifiés? Ce n'est pas requis pour la plupart des autres subventions, donc nos derniers états financiers ne le sont pas. OK. Alors, à prime abord, oui. Oui, on demande des états financiers vérifiés là, pour tous les demandeurs. Ensuite, bon, tu as déjà un peu abordé le sujet, mais je repose la question quand même. Bonjour, si nous avons déjà un projet en cours dans le cadre du volet 1, mais qui n'est pas encore terminé, pouvons-nous déposer une demande pour le volet 2 basée sur des résultats préliminaires tirés du projet en cours dans le volet 1? Ben, ça serait la même réponse que Oui, c'est ça. j'ai déjà dit. Là, ouais, alors, ben, votre projet est vraisemblablement assez avancé pour déposer, oui, mais effectivement, que si votre concertation est loin d'être terminée, ben, ça fait. En fait, c'est pas non admissible, mais ça fait peut-être un peu moins de sens. C'est vraiment selon le cas. Si le projet est une construction neuve et que l'édifice est éco-responsable et qu'on fait la promotion et qu'on en fait la promotion dans l'édifice, le projet pourrait-il être considéré? Euh, en fait, là-dessus, c'est vraiment la part là, de tout ce qui est immobilisation dans l'aide financière. Euh, C'est-à-dire que l'objectif du projet ne peut pas être la construction. C'est non admissible, ça ne peut pas être la construction d'un édifice neuf ou la rénovation d'un autre édifice. Ça ne peut pas être l'objectif du projet. Ça ne peut pas être sa finalité. Si ça s'inscrit dans un projet plus large, qui a une portée qui paraît structurante pour le secteur, et puis un édifice pour un secteur, c'est peut-être plus difficile à imaginer. J'ai l'impression pour une destination, ce serait le premier cas. Si le projet démontre vraiment qu'il y a un impact à l'échelle de la destination, qui est mobilisant, alors là, ça pourrait être un projet considéré. Et après ça, il faudra avoir en tête que les dépenses en immobilisation, alors, doivent représenter au maximum 40 des dépenses totales du projet. Alors, c'est un autre facteur ici. Ces dépenses représente au maximum 40 des dépenses admissibles. Alors, j'espère Il que y avait ça une répond à la. main levée Oui. de Suzy Plourde, je crois. Je ne sais pas si c'est en lien avec cette question-là. Oui, c'est ça. OK, Parfait. ben vous avez comme un peu bon, nous autres, je vais faire quelque chose de plus spécifique, là. C'est un projet de centre d'interprétation. Puis, on va être la deuxième attraction ouverte dans la MRC où est-ce qu'on va être. Fait que c'est sûr que dites que c'est 40 maximum des coûts admissibles. Mhm. Oui. Si on a déjà eu des sous, je vais baisser ma main. Là. Puis, on a déjà eu des sous d'une. Vas-y, Suzy, t'es capable. Du ministère du Tourisme. Est-ce que ça, c'est un problème? Alors là, ça serait dans. Est-ce que j'ai couvert ça dans. je- Ben, la... on aurait notre 20 là, qui provient de Oui. l'organisme. Oui. Alors là, j'ai envie d'aller dans le guide du demandeur, là, vraiment dans les modalités plus spécifiques, parce qu'effectivement, il y a quelque chose à cet effet là, dans le guide du demandeur. Euh, OK. Je pense que Marianne, tu me diras si vous le voyez à l'écran. Là, On alors, voit, on dit c'est que. assez petit. Tu peux zoomer Ah, un c'est assez peu. petit, parfait, OK. Alors, on dit qu'un projet ne peut bénéficier d'une aide financière non remboursable provenant d'un autre
programme financé par le ministère du Ah, Tourisme. OK. Bon. Ben, j'ai Donc, ma réponse, ça veut dire que je ne veux pas de demande. OK. C'est ça. C'est ça. Euh, Parce qu'on a un PSSDT puis on a eu un pari pour cet édifice. OK. Oui, effectivement, dans ce cas-là, c'est vraiment, vous avez trouvé votre réponse là, ici. OK, parfait. C'est Euh, de valeur parce que on est un édifice résilient, puis on va être la deuxième affaire ouverte à l'année dans la MRC. Là. On a bien des partenaires, la municipalité nous appuie, a donné des sous pour ça, la MRC aussi. En tout cas, c'est la vie. Bon, parfait. Ben, merci beaucoup. Bienvenue. J'en profite, en fait, tant qu'être dans les modalités là, du programme, je me rends compte qu'il y a aussi un aspect là, qui pourrait intéresser ceux qui représentent les entités municipales. C'est-à-dire que la contribution des entités municipales au projet dont elles sont porteuses n'est pas comptabilisée comme une aide gouvernementale aux fins du cumul lorsque celles-ci agissent en tant que demandeurs pour le projet. C'est également le cas lorsque plusieurs entités municipales mettent en commun leurs ressources pour réaliser des projets dont elles sont les bénéficiaires. Le total de ces sommes est à considérer comme leur contribution, y compris d'éventuels revenus de tarification auprès des usagers. Bon. Alors ça, c'était un point un peu à ajouter. Là. Je pense pas qu'il y a d'autres aspects comme ça qui ont été omis de la présentation, là, mais puisqu'on est là, je tenais à le souligner. Continuer avec les questions, il en reste quand même plusieurs. Donc, si nous avons des lettres d'appui de plusieurs partenaires locaux qui appuient le projet financièrement, mais sans avoir participé à une action concertée, est-ce que cela peut être considéré? Euh, le, ok, la question, c'est, ouais, effectivement, là, la- dans le cadre de cette mesure-ci, c'est vraiment une exigence d'admissibilité que le projet qui est soumis découle d'une démarche de concertation, découle d'une réflexion menée à plusieurs euh, avant d'être mis en œuvre. Puis la question suivante est en lien, en fait, là, ça peut être plus spécifique, mais à quel point l'action concertée doit-elle être 100% spécifique au projet soumis s'il y a une concertation entre les membres du collectif depuis longtemps et que ce collectif a discuté de plusieurs projets, dont celui qui serait déposé, est-ce admissible comme collectif? Euh, la réponse à prime abord, c'est oui, puisque, en fait, je le ramène un peu dans le vocabulaire, là, mais donc, le projet est issu du collectif. Donc, le projet est issu de la concertation euh, qui a été abordée dans une concertation plus large où je pense que on considère moins cet aspect-là. Mais tant qu'il découle, s'il découle d'une concertation, c'est un projet admissible par rapport à ça, sur cet aspect. Puis, Ça répond ouais, oui. excuse-moi. Non, c'est bon. Je saute une question, mais je vais y revenir là, à Nathalie, inquiétez-vous pas, mais parce que c'est en lien, il y a une question sur comment détailler, en fait, comment on démontre le processus de concertation, à quel point il faut documenter, comme qu'est-ce qui prouve finalement le processus de concertation. En fait, j'ai envie de dire justement, ça c'est parce que je trouve un aspect intéressant là, de ce programme-là. Puisqu'on demande une concertation en amont, on sait qu'il va y avoir des projets qui vont découler de concertations très structurées, très documentées, par exemple des consultants en concertation là, qui auront été impliqués dans des projets, qui auront documenté chaque étape d'un plan stratégique, par exemple, qui ont mené à son aboutissement. Ça, c'est la version, on va dire, la plus, on va dire, qui est très, très, très détaillée. Mais on est aussi conscient qu'il va y avoir des projets qui vont découler d'une concertation qui aurait pu être plus informelle. Mais dans ce cas-ci, on pense que c'est important que vous expliquiez, que ce soit bien expliqué, en fait, les étapes, quel type de rencontre vous avez mené, en fait, même si vous pouvez nous présenter que vous avez eu des rencontres de comité ou que, puis même si vous n'êtes pas appelé un comité, mais que vous étiez plutôt là, un regroupement d'organismes que vous êtes rencontrés là, à quelques reprises, que vous pouvez nous parler de votre processus. En fait, le plus que vous pouvez nous en donner sur c'est quoi le processus qui a mené à l'élaboration, à l'énoncé de ce projet-là, puis nous va de comprendre quelle démarche qui a été la vôtre. Mais en fait, le mieux c'est pour qu'on comprenne que votre projet découle bien d'une concertation. Alors voilà. Parfait. Il y a une question sur la durée du 18 mois maximum. Là, à partir de quand c'est calculé, puis quand peut-on s'attendre, dans le fond, à avoir une réponse là, du processus Ouais. de sélection?
Alors, on espère être en mesure de donner une réponse au processus de sélection au plus tard au début février. Et alors, et c'est à partir de la date là, c'est dit, là, est-ce que c'est la décision, là, est-ce que c'est ou la convention, donc, qui est le début. Dans tous les cas, on parle d'un début de projet qui serait en février ou mars 2024 pour le 18 mois. Comme, en fait, pour partir le chronomètre. Voilà. Il y a un peu une demande là, d'avoir des exemples de ce que je comprends. Là. Devant ce qui est non admissible, il y a une question, est-ce que c'est possible de donner des exemples de projets admissibles, soit pour des municipalités, des OBNL et des OBL aussi, en fait. Là, Ben, je vous préviens, là, j'avoue que je sais que c'est un peu peut-être une faiblesse de cette présentation, peut-être le manque d'exemples, et je m'en excuse. Il faut comprendre que, puis je vais peut-être essayer d'en donner un, mais il faut comprendre que c'est un cadre qui est très large, celui de la mesure de destination durable action concertée, et, on s'attend, en fait, l'expérience du volet 1 démontre une immense diversité des propositions de projets. Euh, qui ont été reçus. J'ai l'impression que de donner un exemple, en fait, ça me paraît plus fermer rapetisser les horizons du possible là, que les élargir. Parce que vraiment, c'est ça. Bref, c'est tout à fait différent ce qu'une OBNL en protection de l'environnement va pouvoir présenter en collaboration avec son milieu touristique de si ça vient d'un autre acteur qui est plutôt une entreprise en tourisme ou bref. C'est vraiment à géométrie immensément variable, les projets qui peuvent être admissibles. Mais je vous référais vraiment aux objectifs spécifiques pour voir un peu plus concrètement de quoi ça peut avoir l'air, là, un projet destination durable, action concertée. Je vais me faire apparaître à l'écran moi-même. Là. Alors, on peut penser à un projet qui valorise, préserve le patrimoine naturel. Alors, et la vitalité culturelle. Bon, si on s'attarde seulement à patrimoine naturel, tout ce qui parle de conservation ou de mise en valeur là, d'un cours d'eau, de la restauration d'un milieu naturel, mais pour le rendre accessible à des touristes, mais aussi à la communauté locale, parce qu'on met aussi la communauté d'accueil au cœur de ce programme-là. Ce seraient des projets qui seraient admissibles. Mais aussi, là, puisqu'on parle beaucoup de lutte au changement climatique et de mobilité douce, c'est certain que des projets qui proposeraient aux touristes de se déplacer de façon qui ne consomment pas d'essence, consomment moins d'essence, seraient tout à fait des projets intéressants. Alors là, ouais, bref, je m'arrêterai là. Je vais t'avoir d'exemples. Il y a d'autres questions, en fond, que ben, on pourrait peut-être dire, Dominique, tout simplement, qu'en fait, les gens, vous pouvez nous écrire après si vous Oui, voulez parler oui, plus absolument. spécifiquement de vos Oui, projets, évidemment. oui. Parce que c'est ça, il y a des demandes plus précises par rapport à certains projets. Là. Il y a une demande pour ben, avoir en fait une espèce de PDF ou un suivi là, de ces questions-réponses-là que j'ai là, dans la présentation pour avoir le suivi finalement des questions-réponses ici. Peut-être qu'on peut compléter. Je ne sais pas si ça vient de toute façon avec l'enregistrement, Dominique, ou on peut. Probablement. Ben, cette question, on va voir ce qu'on peut faire. C'est une bonne idée. On va voir ce qu'on peut faire. Puis sinon, ben, c'est ça, ça revient un peu aux dépenses d'immobilisation. Là. Est-ce que l'aménagement de sentiers de vélo de montagne ou de fat bike est considéré comme une immobilisation ou est-ce uniquement les structures comme des ponts, par exemple, qui seraient une immobilisation? Euh, c'est une bonne question. A priori, je dirais oui. Ça peut valoir la peine là, pour ces questions-là de est-ce une immobilisation, de faire un suivi avec nous là, par la suite. Euh, mais ouais, plus particulièrement pour votre projet, je ne vous cacherai pas que j'ai fait une demande auprès des autorités là, des ministres ministériels là, qui sponsorent ce programme pour avoir davantage de définitions là, pour préciser, parce qu'effectivement, dans le cadre du demandeur, dans le guide du demandeur, on se rend compte que la définition d'immobilisation est brève.
Alors, je m'attends à avoir davantage de détails prochainement. À prime abord, la réponse, c'est ceci correspond à une immobilisation, c'est-à-dire que l'esprit du programme est que toute dépense là, qui concerne du matériel relève d'une immobilisation. Euh, Davantage de précision à venir. Alors, en fait, mais je pense pas que ça cause problème dans la mesure où je pense pas qu'il y ait tant de cas de figure où c'est ambigu, qu'est-ce qu'une mobilisation, mais si dans votre cas, ça vous cause un doute, ben, gênez-vous pas à nous écrire. On va vous tenir au courant en fait, de ce qui va être l'interprétation officielle là, qui va être adoptée dans le cadre du programme. Ben, même si c'était spécifique, il restait une question, je vais la poser. C'était est-ce qu'une étude des impacts du tourisme d'agrément sur la communauté et des nouveaux services à offrir à cette nouvelle population serait admissible? Donc, une étude d'impact. Une étude d'impact. Euh, Mais en fait, encore une fois, là, je référais un peu à la réponse que j'ai faite tout à l'heure en ce qui concerne la question est-ce que de la concertation, là, une démarche de concertation, en fait, une plateforme de concertation, par exemple, pourrait être admissible, une étude pourrait aussi être une dépense admissible. Encore une fois, vont être valorisés les projets qui ont des impacts là, concrets sur l'industrie, sur la destination. En fait, puisqu'on parle de projet de mise en œuvre. Euh, voilà. Alors, ça pourrait être inclus, ça pourrait être une partie d'un projet admissible, ça pourrait. euh, et on pourrait peut-être aussi faire l'argument des impacts qu'une telle étude aurait, mais voilà. Puis bon, je lui ai répondu par écrit, mais pour le bénéfice de tous, les dépenses de communication du projet, là, puis de la promotion du projet Oui, font oui, partie des dépenses admissibles. absolument, absolument. Puis finalement, quel est le taux à utiliser pour calculer les contributions en heures des bénévoles? C'est une très bonne question. Perspective. C'est une très bonne question. J'ai l'impression que je n'aurai pas la réponse à celle-là. Ça va dans les dépenses admissibles, parce que il y a certaines choses qui sont spécifiées, mais OK, parce que ça va être une contribution en bien service et ben, il semblerait donc que ce ne soit pas spécifié dans le cadre de la mesure. Moi, ce que j'en comprends, en tout cas, c'est que c'est un peu à vous de, tu sais, Ouais, de fournir un peu la preuve de c'est quoi la valeur de la contribution en heures, là, donc selon le salaire que vous jugez qui vaut le travail. tout Voilà. à fait, tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, ben, je vois qu'une heure arrive. Mais merci beaucoup pour vos questions. Euh, J'espère que les réponses vous auront éclairé dans la mesure du possible. Mais comme on l'a dit, moi et ma collègue, on va être disponible pour répondre à vos questions plus spécifiques sur votre projet, pour trancher certaines peut-être ambiguïtés là, également. Alors, je ne sais pas si. Moi, je n'avais pas accès au chat. J'essayais de mettre nos coordonnées, mais bref, ils sont disponibles sur le site web là, de la mesure de Destination durable action concertée. Vous trouverez aussi le lien vers la présentation. S'il y a un récapitulatif des questions, des réponses, ça se trouve là également. Euh, alors, euh, alors voilà, donc gênez-vous surtout pas là, pour nous adresser directement à vos questions. Je mets le lien à l'instant du guide du demandeur, en tout cas, si vous voulez y accéder. Voilà. Ah, ben, si tu es capable, Marianne, tu pourrais même mettre notre adresse courriel. Je pense que la boucle serait bouclée. Oui, parfait. Voilà. Hum. Et voilà. Super. Alors, ben, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été présents aujourd'hui. Et nous, on reste disponibles et on a hâte d'en parler de vos projets. Au revoir. Bonne journée.